Bonjour à toutes et à tous, bonjour messieurs, dames, bienvenue sur ce webinaire organisé aujourd'hui autour de la continuité et de la reprise d'activité. Voilà, on vous laisse le temps de vous connecter, de nous rejoindre sur ce temps d'échange et de partage autour de cette thématique cybersécurité en lien avec donc la continuité d'activité. Le temps peut-être pour nos collègues de nous rejoindre. Je vous rappelle peut-être, vous êtes certainement familier de l'outil, mais vous savez que vous avez sur la partie en bas à droite une petite icône chat dans laquelle vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, poser vos questions. Ce que je vous propose, comme nous sommes nombreux, c'est de pouvoir interagir via ce chat pour pouvoir déposer les questions que vous souhaitez. De telle sorte que je puisse y répondre au fur et à mesure et au fil de l'eau dans le cadre de cette présentation qui va nous amener jusqu'à 15h30, sachant que l'idée c'est pouvoir faire un tour de piste peut-être en l'espace d'une heure et puis se réserver un temps d'échange, de réponse aux questions que vous pourriez avoir toutes et tous sur cette thématique qui concerne à la fois nos collègues des secteurs sanitaires, mais également nos collègues du secteur médico-social. Et en fait, l'ambition, outre la démarche en tant que telle de continuité et de reprise d'activité, l'idée, c'est de voir de quelle manière vous pouvez vous aider d'outils mis en place par l'ANS, l'Agence du numérique en santé, avec des kits qui permettent d'accompagner vos démarches, qui sont disponibles sur le site de l'ANS, avec un kit sectoriel pour le domaine sanitaire et un kit sectoriel pour le domaine médico-social, les deux kits étant vraiment personnalisés et typés pour chacune de ces activités. Donc on aura l'occasion d'y revenir tout au long de cette présentation d'une heure 30 sur l'usage un petit peu de ce kit PCRA de l'ANS. Comme je le rappelais peut-être pour nos collègues qui nous ont rejoints en cours de route, n'hésitez pas si vous le souhaitez à poser vos questions dans l'onglet chat, donc qui est accessible via le petit icône en bas à droite, ça me permettra de pouvoir y répondre au fur et à mesure en fonction des questions ou des thèmes ou des points de précision que vous souhaiteriez que l'on aborde ensemble. Donc comme je disais, format d'1h30, à peu près une heure où je vais essayer d'illustrer et de présenter un petit peu la démarche d'utilisation du kit, voir de quelle manière on peut mettre ça en place, et puis peut-être un quart d'heure, une demi-heure pour pouvoir répondre aux questions que vous aurez indiquées dans le canal chat. Vous précisez également que le webinaire est enregistré, de telle sorte que vous pourrez, si vous le souhaitez, vous ou des collègues qui n'ont pas pu être présents, le revisionner en différé. Vous aurez également à votre disposition le support de présentation. Et puis, bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir. Vous avez déjà sur le site de l'ANS, sur la page du programme CARE, donc Cyberaccélération et Résilience des établissements, l'ensemble des kits qui sont téléchargeables. Donc, vous avez différents zips qui vous permettent de récupérer toutes ces ressources qui permettent de construire les plans de continuité, mais également de reprise d'activité, que ce soit pour le domaine sanitaire ou médico-social. Voilà, ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être démarrer. Vous êtes déjà un certain nombre à nous avoir rejoints. Je pense que d'autres collègues nous rejoindront en cours de route. Peut-être vous indiquer les 6 temps que je vous propose dans le cadre de cette présentation. Déjà, peut-être autour de la notion de PCRA et notamment le fameux kit ANS, de quoi il s'agit, quel est le but, quel est l'outil. Peut-être rappeler un petit peu la démarche qui sous-tend donc la mise en œuvre du PCRA et comment la démarche projet a été prévue dans le cadre du kit ANS. Un troisième temps autour de la recherche des solutions de continuité et de reprise d'activité qui fait partie intégrante de la démarche du kit PCRA que l'on va balayer ensemble. Et puis, un élément lié autour du maintien en conditions opérationnelles puisque on est sur un système de management avec une démarche d'amélioration continue. Donc, en fait, c'est de ne pas faire d'éléments en one-shot,
mais vraiment d'être sur quelque chose d'itératif dans lequel on fait en sorte de maintenir en condition opérationnelle notre plan de continuité et de reprise d'activité, de telle sorte qu'il puisse être à jour et conforme à la vie de l'établissement ou de l'institution au moment d'un incident qui mettrait à mal votre activité. Et enfin, dans un cinquième temps, on détaillera rapidement le contenu du kit PCRA, un petit peu cette boîte à outils qui est mise à disposition par l'ANS, donc je rappelle, un pour le médico-social et un pour le sanitaire, et qui vous permettra de prendre connaissance un petit peu de ces éléments. Et puis, dans un dernier temps, peut-être quelques points d'attention particuliers, avec notamment des retours d'expérience liés à des établissements qui ont déjà mis en place le kit PCRA, notamment dans le cadre d'un groupe pilote qui avait été constitué il y a maintenant quelques mois, et pour lequel les établissements avaient fait un retour en disant voilà ce qui a bien marché et voilà en tout cas ce qui a pu faciliter les points de vigilance à avoir en tête. Voilà rapidement un petit peu les différents points que je propose d'aborder. Alors, hop, si ma souris veut bien fonctionner, hop, voilà, c'est parti. Alors, sur le kit PCRA, de quoi il s'agit ? Tout d'abord, peut-être rappeler un petit peu le contexte. On a, pour le domaine sanitaire, un certain nombre d'exigences qui existent maintenant, qui sont portées par la HAS, notamment dans le cadre du dernier manuel de certification 2024. Et je vois qu'autour de l'événement, vous êtes un certain nombre à être des experts visiteurs numériques au titre de la HAS, et notamment dans le cadre justement des investigations qui sont menées par sur la partie cyber. On a maintenant des éléments autour des plans de continuité d'activité et donc une évaluation qui est faite dans le cadre des réévaluations régulières menées par la HAS. On a également, dans le cadre du programme CARE, pour lequel vous êtes majoritairement les établissements sanitaires avaient candidaté déjà au domaine 1, vous savez très certainement, et on attend, bon, le délai a été repoussé, l'ouverture du domaine 2, qui de manière spécifique va traiter la question des plans de continuité et de reprise d'activité, le PCRA, mais également toutes les problématiques liées aux sauvegardes, aux tests de restauration, qui sont des domaines corollaires, mais finalement il y aura toute cette partie PCRA qui sera adressée par le domaine 2. Tout ça, bien sûr, est soutenu et se fonde sur une norme ISO qui est la norme 22301, qui est vraiment le cadre de référence normatif porté par l'AFNOR et ISO sur le pilotage du système de management de la continuité d'activité. Un peu ce qu'on a, c'est le pendant un petit peu de la 27001 sur le SMSI, le système de management du système d'information. Et bien en fait, là, de la même manière, la 22301 parle du système de management de la continuité d'activité. Donc on est toujours sur cette roue d'amélioration continue et de gestion permanente du dispositif de telle sorte qu'il soit à jour. Un élément nouveau aussi qui apparaît, c'est ce que je vous ai indiqué au-dessus. Alors je ne sais pas, j'en profite peut-être pour vous demander si quand je déplace ma souris, vous la voyez également sur votre écran ou si c'est quelque chose qui n'est pas visible par vous. Si c'est le cas, actuellement, je suis en train de vous montrer bon, la partie instruction de la DNS. Non, bon, on ne la voit pas. Bah, écoutez, malheureusement, l'outil ne permet pas d'utiliser un pointeur ou quelque chose comme ça pour... Alors, en fait, c'est ce que je vous ai indiqué tout au-dessus. C'est l'instruction du 22 janvier 2025 hein, que vous avez dû recevoir toutes et tous, en tout cas pour nos collègues qui sont du domaine sanitaire, qui précise justement les obligations à mettre en œuvre de manière urgente et prioritaire. Donc, c'est notamment maintenant le fait d'avoir un exercice de crise cyber annuel, mais il y a des objectifs également qui ont été fixés dans le domaine de la mise en œuvre des plans de continuité de reprise d'activité. Et notamment, il y a une première échéance qui est prévue avant cet été, c'est-à-dire pour juin 2025, pour lequel il est demandé aux établissements sanitaires de s'être emparés du sujet du PCRA, notamment au niveau de la gouvernance des établissements, de telle sorte que la direction d'établissement ait pu signer une lettre d'intention en disant voilà, on se lance dans la démarche PCRA, avoir nommé
une ou un responsable du PCRA qui va être un petit peu le pilote de la démarche au sein de l'établissement, et enfin avoir déterminé un petit peu une comitologie, une sorte de comité de pilotage. Donc c'est les 3 éléments qui sont demandés avant juillet 2025 pour les établissements sanitaires, d'avoir mis en place au moins cette première démarche, le fait de se mettre un peu dans les starting blocks, prêts à partir sur ce périple lié à la mise en œuvre ou à la rénovation de son plan de continuité ou de reprise d'activité. Mais on aura l'occasion d'y revenir. Donc, j'allais dire, on a tout un cadre réglementaire qui fait qu'aujourd'hui, le PCRA est quelque chose d'un peu incontournable pour le secteur sanitaire. J'essaie de reprendre un petit peu la même logique pour nos collègues du secteur médico-social, où on retrouve un petit peu ces mêmes éléments qui sont soit portés par la HAS, soit portés par le Code de l'action sociale et des familles, qui se fondent bien évidemment toujours sur la même norme, la 22301, et on retrouve là encore des instructions ministérielles sectorielles qui parlent notamment de la notion de sécurité. Alors il y avait effectivement la menace liée à Vigipirate avec la menace terroriste, et puis donc les plans de sécurisation d'établissements, mais en dehors de ça, ça va au-delà aussi sur le fait de pouvoir réfléchir et travailler sur les plans de continuité de reprise d'activité. D'où le fait, là encore, que l'AMS ait réfléchi et mis à disposition 2 kits dédiés, un pour le sanitaire et un pour le médico-social, de telle sorte que les 2 secteurs puissent s'emparer du sujet et le mettre en œuvre. Alors, pour le médico-social, on n'a pas de calendrier avec des échéances comme j'ai pu vous l'évoquer pour le domaine sanitaire. En revanche, c'est un mouvement vers lequel on tend et qui va devenir de toute manière un peu incontournable dans les années qui viennent, d'où l'intérêt peut-être pour vous, si vous avez l'opportunité, de pouvoir vous emparer du sujet. Et on a dans la région plusieurs établissements médico-sociaux qui ont été pilotes dans la démarche justement de test des kits PCRA pour le domaine médico-social. Et du coup, ils ont pu s'emparer un petit peu du sujet. Alors, je suis désolé pour les perturbations liées à mon chien. Alors, peut-être juste vous indiquer comment a été structuré le kit et quelle est la logique. Donc, il s'appuie sur le système de management de la continuité d'activité avec la 22301 dont je vous parlais en termes de normes. Et en fait, ce système de management qui est porté au niveau de l'établissement, comme tout système de management, que ce soit le système d'information, que ce soit les ressources humaines, que ce soit la qualité et l'amélioration continue, on a le niveau stratégique dans lequel, là encore, on a le plan de continuité et de reprise d'activité en tant que tel, qui est un document un petit peu de gouvernance qui va déterminer le pilotage stratégique de la continuité et de la reprise d'activité au sein de l'établissement. Et tout ça se fonde sur ce qu'on appelle dans le kit des fiches services. Ça correspond un peu à, si vous avez notamment des cartographies de processus, aux fiches de processus. Grosso modo, c'est comment fonctionne un métier, une unité d'œuvre, quels sont les éléments qui la caractérisent. Alors, on va avoir l'occasion de revenir en détail. Et du coup, quels sont ces besoins de continuité d'activité et de reprise d'activité et les interdépendances qui peuvent exister entre ce service et d'autres services en amont, en aval, qui sont fournisseurs ou utilisateurs de ressources portées par ce service, cette entité, cette unité opérationnelle. Donc on aura l'occasion de revenir un petit peu dans le détail de tout ça. La continuité et la reprise d'activité, donc on l'a vu d'un point de vue réglementaire, aujourd'hui c'est quelque chose d'un peu imparable. Donc les enjeux, on vous a remis un petit extrait de la 22301 qui indique que c'est la capacité d'un établissement, d'un organisme à poursuivre la livraison de produits ou la prestation de soins ou de prise en charge d'usagers dans des délais acceptables avec une capacité prédéfinie durant une perturbation. Donc
Bon, voilà, hein, on enfonce un peu une porte ouverte, mais en tout cas, c'est la définition un petit peu officielle. La reprise d'activité, à l'inverse, c'est la capacité du même organisme ou de l'établissement à revenir à un mode normal, ce qu'on appelle le fonctionnement nominal, le fonctionnement habituel, afin de pouvoir retrouver le niveau habituel de prise en charge, de fourniture de services dans une durée et des temps définis. C'est-à-dire le temps de rétablissement et du retour à la normale entre une crise qui est survenue et le moment où on a retrouvé le mode habituel et j'allais dire un peu la vitesse de croisière de l'établissement. Par rapport à ça, comment on peut travailler sur ces deux thèmes de continuité et de reprise d'activité? C'est à l'aide donc des kits qui ont été mis en place et que je vous citais depuis le départ sur donc les plans de continuité et de reprise d'activité, les kits portés par l'ANS qui sont directement téléchargeables sur leur site. Et si vous le souhaitez, je pourrais vous rappeler les liens et ça fera, vous les verrez notamment dans le cadre du support de présentation. Donc, ça a vraiment été constitué comme un outil opérationnel, pratique, pragmatique, qui permet d'obtenir des livrables qui soient directement utilisables par les établissements et qui permettent donc de pouvoir conduire ces travaux autour de la continuité d'activité. Donc, c'est l'objet un petit peu de ce qu'on va poursuivre ensemble. Juste pour illustrer, hein, là je vous ai ressorti des éléments qui proviennent du guide de la continuité d'activité du secrétariat général de la Défense et de la Sécurité nationale, qui a fait un guide extrêmement complet et fourni sur la continuité d'activité, sur lequel bien évidemment l'ANS et les experts qui ont travaillé sur ce kit se sont fondés. Et donc ce schéma, en fait, il illustre en vert la première partie que vous avez à gauche. On est sur un fonctionnement normal, le fonctionnement habituel, la vitesse de croisière dont je parlais. C'est dans ces moments-là où on a la possibilité de travailler sur la prévention des risques. C'est ce que vous faites déjà toutes et tous dans le cadre des démarches qualité que vous pouvez avoir en ISO 9001, ce que vous faites également dans la préservation de la qualité des soins et la gestion des événements indésirables. C'est aussi ce que font nos collègues en charge des systèmes d'information sur les cartographies des risques qui peuvent exister et comment les prévenir et comment les traiter. Et cette phase de préparation, elle est aussi l'occasion de pouvoir réfléchir de manière collective à la manière de réagir et d'assurer la continuité de la prise en charge des patients ou des usagers en cas d'événements perturbateurs qui pourraient toucher un établissement. Alors, c'est l'occasion peut-être d'aborder une distinction. Souvent, on parle de PCRA qu'on met en parallèle avec le mode dégradé qu'on connaît, qu'on utilise dans le cadre des établissements. La différence qui peut exister, c'est que le mode dégradé, il est plutôt destiné pour faire face à une panne ponctuelle qui n'a pas une durée qui va aller au-delà de 24 à 72 heures. Donc c'est ce mode qui va permettre de passer un petit peu l'orage ou la tempête avant que le beau temps revienne. À l'inverse, le PCRA, il est plutôt fait pour faire face à une crise de longue durée, qui va plutôt aller au-delà de 3 jours, et ça peut aller même sur plusieurs mois. C'est pour ça que le PCRA, on a souvent des variantes qui vont traiter d'un cas de cyberattaque, hein, qui peuvent mettre à genoux un établissement pendant quelques semaines ou plusieurs mois. Et donc, c'est au-delà du mode dégradé qui va permettre de travailler les premiers instants, c'est comment on fait pour s'installer dans la durée et faire en sorte qu'on puisse continuer à avoir une activité minimale, mais de qualité et sécurisée, grâce justement aux solutions de continuité qu'on a pu aborder. Et vous voyez donc le trait rouge qui est vertical, c'est l'arrivée de l'événement perturbateur, ce fameux orage qui finalement s'avère être un mauvais temps qui va durer plusieurs semaines, où là, on va mettre en place les mesures prévues dans notre plan de continuité d'activité qui vont permettre de fonctionner sur un mode dégradé plus, hein, dans la durée, et
avant de retrouver la partie verte qui est sur la partie droite, et donc le fonctionnement normal, la vitesse de croisière, on a un temps de rétablissement. Et ça correspond au temps de reprise d'activité. De manière pratique, si je prends un impact, une cyberattaque qui va faire en sorte que tous vos systèmes d'information, tous vos outils numériques sont indisponibles pendant une durée longue. Ça peut créer un certain nombre de retards au sein des équipes, par exemple des analyses qui n'auront pas été rattachées au dossier médical, éventuellement de l'identité-vigilance qui n'aura pas pu se faire de manière normale, des comptes rendus de prise en charge de patients ou d'usagers qui n'auront pas pu être saisis dans les dossiers. C'est comment, de manière collective, on rattrape ce retard et on fait en sorte de pouvoir revenir au mode nominal dont on parlait. Donc c'est ce temps de rétablissement, ce temps de reprise d'activité qui apparaît dans la zone en pointillé rouge. Bon, là encore, hein, ça reste très schématique, mais ça donne un peu les différents temps. Le temps de la planification, de la réflexion, où là, on est en mode normal, donc c'est l'occasion de pouvoir travailler sur les PCRA. Le temps de la gestion de crise, une crise de longue durée, qui est différente du mode dégradé habituel qui gère plutôt une panne ou fait face à une panne ponctuelle. Et puis, comment on gère la sortie de crise avec ce temps de rétablissement et de reprise d'activité avant de retrouver donc le mode de vitesse de croisière dont on parlait. Alors, là encore, peut-être un petit focus sur l'articulation qui peut exister entre le plan de continuité et de reprise d'activité, les plans blancs, les plans bleus qui peuvent exister dans le médico-social, les plans de sécurisation d'établissement et aussi les plans de continuité informatique ou les plans de reprise informatique. En fait, sur les plans blancs, hein, donc les PSSE, ou les plans bleus, hein, c'est l'équivalent pour nos collègues du médico-social, on est plutôt sur des plans qui sont faits pour faire face à une situation d'afflux ou de surcroît d'activité liée à une crise un petit peu qui dépasse l'établissement. Elle se passe pas dans l'établissement, elle est plus liée à son environnement. Une épidémie, un cas Covid, enfin pas un cas, une épidémie Covid ou autre, ou des événements climatiques ou de différents ordres qui vont créer un afflux de prise en charge et vont nécessiter à l'hôpital de se structurer pour faire face à ces afflux un petit peu exogènes, mais qui ne touchent pas directement l'organisation de l'établissement, dans le sens où les outils sont toujours disponibles. En revanche, c'est comment on va devoir et pouvoir gérer cet afflux de patients ou d'usagers. La différence du PCRA, c'est que finalement, il va plutôt, lui, s'orienter sur des scénarios où on va avoir une baisse de nos capacités habituelles. Il y a un événement perturbateur. Ça peut être un problème au niveau du système d'information, la cyberattaque dont on parlait, mais ça peut être aussi un problème au niveau de compétences clés, donc au niveau des ressources humaines, à un moment, une difficulté au niveau des personnels qui font qu'on ne peut pas faire face à la demande, ou alors un problème simplement bâtimentaire, un incendie, un dégât des eaux, un problème de bâtiment qui fait qu'on n'est plus en capacité de pouvoir conduire l'activité habituelle de soins, de prise en charge d'usagers. Ça peut être aussi des défaillances liées à des prestataires ou des fournisseurs externes. Je prends le cas, par exemple, pour un établissement médico-social ou sanitaire qui a son activité de restauration qui est sous-traitée. Le fournisseur vient être défaillant. Voilà, là on est dans une situation, comment je prends en charge. Donc on est sur des éléments un petit peu endogènes qui touchent l'établissement et qui du coup vont réduire un petit peu sa voilure et sa capacité à prendre la haute mer avec tout son dispositif de voile qui permet de faire une croisière un petit peu sereine.
Et c'est comment, donc c'est un peu l'opposition entre la partie exogène et endogène finalement, entre ces deux éléments. Alors, vous voyez qu'au passage, on a dans la bulle PCRA une petite bulle qui est la partie plan de continuité informatique, le plan de reprise informatique. Mais vous l'avez déjà perçu, c'est que le PCRA, finalement, il donne un petit peu une vision métier et quels sont les besoins de continuité ou les besoins de reprise d'activité qui vont au-delà des seuls outils. C'est-à-dire, pour pouvoir fonctionner, un service, une entité, une unité opérationnelle, elle a besoin de bâtiments, elle a besoin bien sûr d'outils, qui sont souvent et de plus en plus des outils numériques, mais elle a besoin aussi de ressources humaines, et puis de parties prenantes, internes, externes, qui vont lui fournir un certain nombre de services. C'est les fameux processus en amont, en aval, on est fournisseur ou utilisateur d'éléments, de clés qui sont fournis par tel et tel métier. Et du coup, le PCI-PRI, c'est une composante uniquement du PCRA, qui est le PCRA, on a tendance à dire, c'est plutôt la vision métier, et le PCI-PRI, c'est plutôt comment, suite, là encore, à un incident, comment je vais redémarrer mes activités numériques, mes serveurs, mes outils, mes équipements biomédicaux. Et là encore, dans le PCI-PRI, on peut très bien avoir, au niveau d'un service informatique, d'une DSI, un PCRA sur ce service particulier, sur ce métier. Alors ça peut paraître étonnant, on se dit, non, le PCI-PRI suffit. Non, parce que le PCI-PRI, on ne va pas forcément identifier des absences ou des difficultés qui concerneraient, par exemple, l'équipe RH. Imaginons on a plusieurs opérateurs, administrateurs système, etc., qui sont malades ou défaillants, etc. Du coup, ça peut créer une difficulté. Et comment on fait face à ça quand on doit réappliquer le PCI, PRI, ou un problème, là encore, bâtimentaire? Imaginons une salle qui vient avoir un problème d'incendie ou autre, je passe les détails. Donc, on peut très bien avoir, au titre du service de la DSI, un plan de continuité de reprise d'activité, et le PCI-PRI qui, lui, est encore différent et s'applique sur le fait de remettre en place les équipements. Et puis, vous avez sur la partie gauche, mais je ne reviens pas dessus, c'est sur les plans de sécurisation d'établissement. C'est plus lié à la mise en œuvre en 2017 là, de Vigipirate et de la sécurité physique des personnes et des biens dans les établissements. Donc là encore, c'est des éléments de sécurité physique qui sont un petit peu différents. Ce qui fait que le PCRA, c'est quelque chose qui est bien différent et qui s'articule avec l'ensemble des plans qui apparaissent à l'écran. Alors, le kit PCRA, qui a été mis en place par l'ANS et qui nous est proposé d'être utilisé au sein de nos établissements, à quoi il sert? Il a une vocation en 6 points. L'idée, c'est de pouvoir permettre d'identifier les activités essentielles et les activités critiques. On disait tout à l'heure, le PCRA, c'est pour faire face à une situation où on a une réduction de moyens humains, moyens d'outils de travail, problèmes de ressources bâtimentaires, problèmes de prestataires ou autres. Donc, on n'a pas cette capacité, ces grands voiles qui nous permettent d'atteindre notre vitesse habituelle. Donc, à partir de là, c'est voir de quelle manière, quelles sont les activités critiques qui soutiennent notre activité et celles qui sont vraiment essentielles de préserver, pour lesquelles on a intérêt à mettre un mode dégradé et à faire en sorte qu'on puisse avoir cette continuité d'activité, au moins sur ce nœud central que sont ces quelques activités critiques. Parce que l'ambition face à une crise sur la longue durée, c'est illusoire de se dire on va vouloir reconstruire tout à l'identique. Non, c'est se concentrer sur ce qui permet au moins de garder les activités critiques en fonctionnement. À partir de là, une fois qu'on a identifié ces activités essentielles, et on verra, le kit nous propose des démarches, on va pouvoir, par rapport à ces activités, identifier les besoins de continuité d'activité.
Quelles sont les attentes? Alors, ça me permet d'aborder aussi un autre élément qui est de dire, euh, comme souvent, nos collègues des DSI, des directions des systèmes d'information, ont mis en place les fameux plans de continuité informatique et plans de reprise informatique. On a tendance à dire tout naturellement, tiens, on va leur demander de travailler sur le PCRA. Et là, c'est pas leur métier, dans le sens où c'est vraiment les utilisateurs, les personnes en charge des métiers, les responsables de services, d'activités, qui travaillent au quotidien dans chacun des métiers, qui vont pouvoir, eux, exprimer leurs attentes et leurs besoins de continuité d'activité. On ne va pas demander vous voyez qu'il n'est pas logique de demander à un collègue qui est expert sur la DSI, et c'est son domaine de compétence, quel est le besoin de continuité pour faire, par exemple, une paye. Et c'est plus nos collègues du service ressources humaines, qui sont des services supports, mais qui soutiennent l'activité de nos établissements, parce que demain, si on ne paye plus les salariés, bien évidemment, ça va poser d'autres problèmes et certainement des impacts sur le volet RH. D'où le fait que, là encore, c'est vraiment les besoins, les services en tant que tels, qui déterminent les attentes, les besoins et qui connaissent le mieux leur métier et qui sont en capacité d'indiquer quel est le niveau maximum d'interruption acceptable pour chacune de leurs activités ou chacun des outils ou chacune des tâches qu'ils ont à réaliser. À partir de là, ça permet de concevoir avec les métiers autour de la table les solutions de continuité de reprise d'activité à déployer. Euh, et c'est là où on travaille, là encore, sur 5 axes, euh, sur 4 axes, excusez-moi. Bien évidemment, l'absence ou la perturbation liée à des systèmes d'information, à des outils numériques. J'ai pas mon logiciel, j'ai pas mon ordinateur, j'ai pas mes outils d'analyse, de laboratoire, biomédicaux. Comment je fais pour continuer mon activité? Mais c'est aussi s'interroger sur quel est l'impact si j'ai plus accès à mon bâtiment, à mes salles d'opération, à mes salles ou mes laboratoires d'analyse. Comment je fais aussi pour faire face à une crise sur la longue durée par rapport à une absence de personnel ou à un problème de fournisseur critique qui n'est plus disponible et n'est pas en capacité de me fournir les ressources nécessaires pour le fonctionnement de mon activité. Et à partir de là, une fois qu'on a pu faire ces 3 éléments, on formalise tout ça au sein du PCRA dans lequel on définit les besoins et les solutions de continuité, en quelque sorte un peu les plans B qui permettent de continuer à bosser en l'absence de système d'information, en l'absence éventuellement d'une partie de ressources bâtimentaires, en l'absence d'un certain nombre de personnels, etc. etc. Et bien évidemment, comme on est sur un système d'amélioration continue, de tests, de système de management de la continuité d'activité, il y a des tests qui se réalisent et qui déterminent en fait la pertinence et le côté opérationnel des solutions de continuité. Parce que tant qu'on est sur une table et qu'on les détermine ensemble avec les métiers et qu'on ne les a pas testées, on ne sait pas si véritablement elles sont opérationnelles. Et là, ça fait le lien avec les exercices de crise que vous menez au sein de votre établissement et que nos collègues du médico-social mettent en place aussi de plus en plus au sein de leurs établissements. C'est l'occasion de pouvoir tester un petit peu ces modes et ces solutions de continuité pour voir si elles sont à l'épreuve de l'incident, pérennes, utiles et utilisables par les métiers. Et donc, ça aboutit sur un dernier élément qui est l'ajustement, donc cette démarche d'amélioration continue pour maintenir à jour le PCRA sur un mode opérationnel de telle sorte qu'il puisse, le jour J, garantir la continuité des différents métiers. Et vous voyez que dans la partie rose qui apparaît en bas, ce qui nous est rappelé, c'est qu'effectivement, les métiers, bien évidemment, je prends le cas par exemple de nos collègues des établissements sanitaires, l'activité première, c'est d'assurer l'activité de soins. Mais l'activité de soins, elle est interdépendante aussi d'un certain nombre de services supports. Bien évidemment, l'informatique, les services techniques, les services de ressources humaines, les services administratifs. Donc tous ces services doivent être appréhendés et pour lesquels on doit, à travers les activités essentielles et critiques, déterminer quels sont un petit peu les points clés
sur lequel il faut agir et sur lequel il faut mettre en place un petit peu ces démarches. Donc, ce qui est rappelé, c'est que la démarche, elle concerne vraiment toutes les fonctions de l'établissement. Et donc, ça nous permet de sortir un petit peu de l'ornière qu'on a habituelle en disant, ben non, c'est le problème de l'informatique et en fait, ils vont gérer ça à leur niveau. Non, c'est vraiment une démarche d'établissement et on verra pour le domaine sanitaire, en tout cas, c'est ce qui explique le fait qu'on ait cet objectif à fin juin 2025 d'avoir mis en place au niveau de la gouvernance des établissements cette démarche d'engagement et de lettre d'intention finalement de la part de la direction de l'établissement en disant on s'engage dans ce projet d'établissement autour de la continuité d'activité avec la nomination d'un ou d'une responsable du PCRA, qui sera le chef de projet et le pilote. Donc là encore, à travers les retours d'expérience qu'on a pu avoir, on s'aperçoit que, comme je vous disais, hein, c'est pas un travail qui est fait par les collègues des DSI ou des RSSI. Bien évidemment, ils y contribuent, mais souvent, on s'aperçoit que dans les établissements, c'est des sujets dont s'emparent nos collègues de la qualité. Parce que là encore, ils ont l'habitude, tout comme les collègues de la DSI ont l'habitude du système de management, des systèmes d'information, eux ou elles ont l'habitude de la gestion de la qualité et c'est quelque chose qui s'en rapproche. Donc ça peut être là encore un bon levier, un bon sponsor, mais bien évidemment, le choix, on revient à la direction de l'établissement en fonction du contexte et des organigrammes qui peuvent exister chez vous. Et donc, comme je vous disais, ce kit PCRA, il permet de couvrir 4 scénarios d'indisponibilité. Celui sur lequel on a tendance à se ruer naturellement compte tenu de la numérisation croissante de nos activités, c'est bien sûr la rupture du système d'information, mais c'est l'occasion, là encore, de manière itérative, de pouvoir réfléchir aussi, tiens, si j'ai plus de bâtiment, tiens, si j'ai une défaillance de prestataire ou un défaut de ressources humaines, comment je fais face ? Et comment je peux assurer et maintenir mon activité. Donc, c'est ce que j'évoquais à l'instant, hein, le scénario d'indisponibilité est proposé dans le kit à travers ces 4 axes. Hein. Indépendance de compétences clés, bon, j'ai déjà abordé comment, quid en cas d'épidémie, de mouvement social, de catastrophe naturelle, comment je fais en sorte de pouvoir continuer mon activité ou de faire face sur mes activités essentielles par rapport à l'absence de compétences clés, les problèmes de bâtiment, les problèmes du système d'info et de fournisseurs. Je ne rentre pas plus dans le détail. On a déjà abordé un petit peu ces éléments. Ce que je disais, l'articulation des travaux du PCRA, elle est vraiment en lien avec la démarche d'amélioration continue de la qualité et de la gestion des risques au sens large. C'est pour ça que souvent, là encore, c'est des travaux qui peuvent être portés en collaboration avec nos collègues de la gestion qualité. Parce que ils ou elles, là encore, ont déjà travaillé sur des cartographies de processus, ont déjà travaillé sur des cartographies de risques, ont déjà pu participer à des plans de maîtrise des risques ou de traitement des risques. Alors, ce n'est pas seulement le risque informatique, hein, parce que nos collègues de l'informatique font la même chose, mais là, c'est les risques de manière large et qui vont au-delà du seul risque numérique. Et comment, à partir de là, je gère les risques dits résiduels, ceux qui subsistent, à l'issue des plans de traitement ou des plans d'action de mitigation, de réduction du risque. C'est pour ça que l'idée, c'est de pouvoir s'appuyer déjà sur ce qui existe au sein de vos structures, et notamment dans les politiques globales ou la gestion documentaire qui traitent de l'amélioration de la qualité et de la gestion des risques au sens large. D'où le fait de pouvoir mettre autour de la table, et dans la comitologie qui nous est demandé de mettre en place à travers les comités de pilotage d'ici juin 2025, de pouvoir mettre dans ce copil les personnes idoines qui sont déjà rompues un petit peu à ces démarches, et puis bien évidemment les personnes clés qui peuvent aider à aboutir à cette démarche de plan de continuité d'activité. Sachant que, comme je disais, tous les métiers vont être impactés. À un moment, ils vont être sollicités pour confirmer ou infirmer les hypothèses que l'on a pu déterminer en copil
pour définir des solutions de continuité de reprise d'activité. Parce que rien de tel que les métiers vont nous dire bah, non, là, c'est pas possible. Tu me dis que je peux tenir 2 jours sans avoir tel outil ou telle information. Pour mon activité, c'est pas possible. Ma durée maximale d'interruption d'activité pour cette tâche particulière, elle ne peut pas aller au-delà de 2 semaines, 3 semaines. Et donc, il faut que, au-delà de ce temps-là, j'ai prévu un plan B pour réussir à obtenir l'information, à continuer à faire ma tâche, si cette tâche s'avère être essentielle pour le fonctionnement du métier. Et on va voir que dans le kit, ça s'appuie vraiment sur un élément clé de voûte qui est le BIA, qui est le bilan d'impact sur l'activité, qui est vraiment quelque chose qui est conduit dans le cadre d'interviews avec le service, là où le responsable de service, ou les personnes qui ont en charge les tâches essentielles, qui vont pouvoir justement objectiver et calibrer, coter pour chacune des tâches les attentes et les besoins de continuité d'activité et co-construire avec le comité de pilotage et l'équipe projet les solutions de continuité d'activité, les fameux plans B, comment je fais si j'ai plus telle et telle ressource disponible, qu'elle soit bâtimentaire, informatique ou autre. Du coup, la démarche projet de PCRA qui est proposée par l'équipe de l'ANS, que ce soit pour nos collègues du médico-social ou nos collègues du sanitaire, elle est commune. Vous avez là un petit schéma qui vous présente un petit peu les grandes étapes de construction de cette démarche de PCRA. Vous avez sur le pavé du milieu, travaux opérationnels, vraiment les travaux qui sont destinés à construire le PCRA en tant que tel. C'est là où on va mettre autour de la table l'ensemble des métiers. Alors bien sûr, on ne va pas tous les mettre en même temps. On va s'intéresser à tel et tel métier. On va tenir compte des autres travaux, de ce qui existe dans vos ressources documentaires, les plans blancs que vous avez déjà, les plans bleus que vous avez dans le médico-social, les plans de continuité de reprise informatique, les plans liés aux situations sanitaires exceptionnelles, les démarches qualité, certification HAS, tout ce qui nourrit un petit peu cette démarche habituelle de qualité. Et donc, on va pouvoir capitaliser, fonder la démarche aussi sur l'existant. À partir de là, l'idée, c'est de travailler sur les bilans d'impact et d'activité. Donc, il y en a un par service. Et à partir de là, on verra qu'on pourra hiérarchiser aussi et prioriser quels sont un petit peu les services essentiels à absolument maintenir. Et vous voyez que ça nécessite en amont un engagement de la direction générale, puisque bien évidemment, ces travaux d'envergure qui vont toucher l'ensemble des métiers, toutes les strates, qu'elles soient administratives, médicales, paramédicales, techniques, elles vont concerner, et ça va être transverse à l'ensemble de l'établissement. Ça devient un projet d'établissement, de structure, d'entreprise qui doit être porté et gouverné par la direction générale. D'où le fait de mettre en place une comitologie pluridisciplinaire. Donc, on n'est pas sur quelque chose de cloisonné et de vertical uniquement dédié à l'informatique ou à la qualité ou à la direction. C'est vraiment mettre autour de la table les acteurs clés qui contribuent à la démarche de réflexion commune sur la continuité d'activité. Ça nécessite d'avoir un pilote dans l'avion ou dans le bateau et donc de désigner un ou une responsable du PCRA. Donc ces 3 actions que je vous ai détaillées là, c'est celles pour lesquelles on est attendu dans le domaine sanitaire avant juillet 2025. C'est que la direction s'empare du sujet et qu'elle le matérialise, on verra dans une lettre d'engagement, qu'elle ait mis en place le COPIL. Ça ne veut pas dire qu'il ait déjà rendu des travaux, mais simplement qu'il soit nommé, désigné, et que un ou une responsable du PCRA, de cette démarche globale, soit nommé. Ça nécessite aussi de définir une politique de communication, parce que il faut le faire savoir. Et c'est vraiment une démarche d'engagement de l'ensemble des équipes et d'association de l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices. C'est tenir compte aussi, pour les établissements sanitaires, de la dimension GHT, des groupements hospitaliers territoriaux auxquels
Un certain nombre d'établissements sanitaires peuvent être rattachés. Donc l'idée, c'est de voir de quelle manière on peut se coordonner pour, dans le cadre de solutions de continuité d'activité, il y ait une réflexion commune qui puisse exister. Je reprends là encore l'exemple qu'on connaît bien sur la partie système d'information. Au niveau des GHT, vous avez beaucoup de GHT qui ont réfléchi simplement à le fait de pouvoir mutualiser des stocks de matériel, ordinateurs, imprimantes, systèmes de connexion mobile à des réseaux informatiques, pour justement faire face à une défaillance que pourrait connaître un des établissements parties du GHT et pouvoir lui apporter du soutien à travers ces matériels. Ben, donc, quand je parle de ces dimensions, on peut avoir la même chose sur les réflexions au niveau, par exemple, des ressources humaines, au niveau bâtimentaire. Comment on peut réfléchir à cette logique de solidarité et de mutualisation de moyens. Et c'est la même chose pour nos collègues du médico-social au niveau de l'organisme gestionnaire qui a vocation à piloter un petit peu de manière transverse un certain nombre de ressources communes aux établissements et aux structures médico-sociales qui peuvent être rattachées à l'organisme gestionnaire. Ça va nécessiter de former, de sensibiliser les équipes, d'expliquer qu'est-ce que le PCRA, comment on fait un BIA dans chacune des activités, et puis de choisir un petit peu la maille, le grain auquel on démarre. Parce que il y a plusieurs façons de démarrer. Une qui peut être intéressante, qui est de se dire on va tout faire, mais on s'épuise vite et puis on a l'impression de se heurter à une montagne. Et l'autre qui peut consister à procéder par petites touches, par étapes, par itération, où au départ, on travaille sur quelques sites pilotes ou quelques activités pilotes qui vont nous permettre de nous faire un petit peu la main sur notamment l'utilisation du BIA dont je vais parler juste après, et de pouvoir conduire justement ces premiers travaux, et puis de monter tous collectivement en compétence sur l'utilisation du kit PCRA de l'ANS. Et bien évidemment, vous avez en aval, une fois qu'on a travaillé sur tous ces travaux, le fait de pouvoir tester régulièrement les solutions, on en a déjà parlé, et de pouvoir mettre à jour régulièrement le PCRA. Et la comitologie qu'on a en amont, elle a vocation à être pérenne, dans le sens où cette comitologie, elle doit aussi s'assurer que, il y a une mise à jour régulière des PCRA, etc. Donc, je ne rentre pas plus dans le détail. Vous voyez que les étapes opérationnelles du PCRA, en tout cas tel qu'il est prévu et proposé par le kit, il s'appuie sur 6 étapes. La fameuse réalisation des entretiens BIA, on pourrait les appeler les entretiens métiers, dans lesquels on va aller toquer à la porte de tel et tel service ou de telle et telle unité d'œuvre en disant voilà, entre guillemets, comment tu travailles, non pas dans le but de fliquer les gens, mais simplement comprendre quelles sont les tâches, sur quels outils c'est fondé, sur quels moyens humains, les temps nécessaires. À partir de là, on va compiler toute une série de vues métiers, de fiches services finalement, qui vont permettre de pouvoir avoir une vue synthétique de l'activité de chacun des services et notamment de pouvoir identifier les solutions et les attentes de continuité et de reprise d'activité. Je vous montrerai un exemple juste après pour que ce soit plus parlant. À partir de là, c'est pouvoir identifier les fragilités et notamment les points un petit peu critiques et les activités qui sont dites essentielles, pouvoir rédiger en tant que tel le PCRA, qui est cette sorte de document cadre, qui est en fait une agrégation, une compilation de toutes les fiches services, qui elles sont des fiches opérationnelles, parce que chaque service, il a en quelque sorte sa, j'allais dire un peu sa crash box, ou en tout cas j'allais dire son bris de glace qui permet de dire en cas de pépin, j'ai ma fiche de service dans laquelle j'ai défini, au-delà du mode dégradé que l'on a déjà notamment dans les services de soins, mon mode au long cours pour faire face à une situation qui va au-delà d'une simple panne et qui est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Et puis, bien sûr, la phase 7 avec les tests en maintien en conditions opérationnelles et l'amélioration continue du PCRA. Alors, l'outil clé qui est dans le kit,
c'est le bilan d'impact sur l'activité. Alors, la norme 22301 nous rappelle que c'est un processus d'analyse de l'impact dans le temps d'une perturbation sur l'organisme. Sur l'organisme au sens établissement, structure, etc. Ce bilan d'impact sur l'activité, c'est un document qui a été fait, vous verrez, c'est un fichier Excel dans lequel il y a plusieurs onglets. L'idée, c'est quand on rencontre le métier, quand on rencontre le service, quand on rencontre l'activité à laquelle on va s'intéresser, c'est de pouvoir décrire de manière détaillée pour comprendre le métier et en évaluer un petit peu la criticité pour justement le maintien de l'activité essentielle de la structure. La continuité des soins, la continuité de prise en charge des usagers, en quoi ce métier est critique. Évaluer les impacts dans le temps d'un événement perturbateur, qu'est-ce que ça donne à 2 jours, à 1 heure, à 3 jours, à 2 semaines, à 3 semaines, quel est le niveau de tolérance finalement de cette activité ou quel est l'impact pour ce service. À partir de là, déceler vraiment les périodes les plus critiques, c'est-à-dire le seuil au-delà duquel ça devient vraiment intenable. Et à partir de là, ça permet de définir une durée maximale d'interruption admissible. Alors, on a souvent l'acronyme DMIA, c'est la durée au-delà de laquelle vraiment le service ou l'activité est prise à la gorge et n'est plus en capacité, j'allais dire, de survivre et en manque d'oxygène, si je prends cette image-là. L'autre élément qui est important aussi, c'est d'identifier les besoins et notamment les interdépendances qui peuvent exister au niveau de ce service. Parce qu'on peut très bien avoir un service qu'on va déceler comme étant un service critique, un service essentiel qu'il faut absolument maintenir dans le temps et dont il faut assurer la continuité d'une partie des activités. Mais ce service, il peut être dépendant d'un service autre qui est fournisseur de ressources et qui du coup, par essence, devient lui aussi un service critique qu'il va falloir maintenir parce qu'il nourrit, il met à disposition des ressources nécessaires pour le bon fonctionnement de notre service auquel on s'est intéressé. Voilà, bon, je vais essayer de rentrer dans des choses un peu plus concrètes. Donc, comme je disais, le bilan d'impact sur l'activité, c'est vraiment un outil socle dans le kit PCRA qui est proposé par l'ANS. Vous voyez qu'en fait, on a 6 temps, donc la description de l'activité dont on a parlé, l'évaluation de la criticité, donc à partir de critères d'impact dont on va parler juste après, voir quelles sont les potentielles périodes critiques. Est-ce que au-delà d'un jour, une semaine, un mois, une année, ça devient compliqué? Identifier les ressources nécessaires, que ce soit les ressources matérielles, les applications informatiques et les interdépendances telles qu'on l'a indiqué. Ça veut dire qu'en fait, l'établissement, chacun d'entre nous, finalement, on va devoir réaliser un BIA, un bilan d'impact, par processus métier. Donc, ça permet d'avoir un petit peu cet inventaire. Là encore, on ne part pas de zéro, puisque aujourd'hui, vous avez déjà des cartographies de processus qui existent, sur lesquelles on peut capitaliser et appliquer un petit peu cette méthode de manière un petit peu rapide et agile. Les critères d'impact du BIA, on les évalue à plusieurs niveaux. Quel est l'impact déjà opérationnel? La désorganisation, l'accumulation de retard, en quoi elle va être quelque chose de particulièrement critique et intolérable pour tel et tel service. Ça peut être aussi le risque juridique oups, pardon, je coupe mon téléphone. Avec éventuellement le risque de sanctions pénales ou autre risque juridique. Le risque financier, je ne rentre pas dans le détail, le risque patient, bien évidemment la perte de chance aussi, l'aspect d'événements désirables également qui peut exister dans la prise en charge ou dans l'activité de soins, et puis les risques sur le personnel au sens risque sur la sécurité ou la santé du personnel.
Donc là encore, c'est des critères qu'on va pouvoir évaluer et des échelles de criticité qu'on va pouvoir utiliser dans le cadre du BIA. Pour pouvoir prioriser, parce que c'est bien gentil, une fois qu'on a tous ces BIA qui sont faits sur les services, à partir de là, comment on les hiérarchise? Comment on va déterminer et prioriser les activités critiques? Non pas que des métiers sont moins importants que d'autres, c'est pas l'objet de cette démarche-là. C'est simplement le fait de dire, bien il y a un noyau dur, vraiment quelque chose, un élément de clé de voûte qu'il est absolument nécessaire de maintenir en vie, en fonctionnement. C'est ce qui va permettre, là encore, à travers ces unités de temps, les impacts à 1 heure, 3 heures, une journée, 3 jours, 2 semaines ou plus, comment on va pouvoir identifier un petit peu les activités dites prioritaires. Alors, l'outil BIA qui est disponible dans le kit de l'AMS, comme je vous disais, c'est une feuille Excel ou sur un autre tableur. Elle est au format standard et utilisable sur différents outils de type tableur. Vous avez un premier onglet qui est donc le recensement des principales activités du service. Je vais vous montrer juste après peut-être un exemple pour voir à quoi ça ressemble. Vous avez dans ce même onglet les ressources nécessaires. Donc, quelles sont les ressources matérielles minimales utilisées par l'activité? Voilà, j'ai besoin d'une imprimante, j'ai besoin d'un ordinateur. Je peux avoir aussi besoin de tel et tel outil dédié pour mon activité, que ce soit par exemple dans le cadre du laboratoire, que ce soit dans le cadre des urgences, que ce soit dans le cadre de la stérilisation, que ce soit dans le cadre de la prise en charge des usagers, que ce soit dans le cadre du circuit de distribution de médicaments, etc. etc. Là encore, il y a des ressources particulières qui sont absolument nécessaires et vitales et pour lesquelles je vais faire ce recensement de manière un petit peu verticale. De la même manière, quels sont les outils numériques, les fameuses applications informatiques? Aujourd'hui, la majorité de nos activités sont soutenues, sont supportées par des applications informatiques. Je vais recenser un petit peu tous ces outils. Et puis, à partir de là, les interdépendances et dépendances qui peuvent exister au niveau de mon service, mais par rapport aux autres services. En quoi j'ai besoin d'avoir des infos en amont ou d'être moi-même fournisseur d'informations en aval vis-à-vis d'un autre service. Il y a un deuxième onglet qui apparaît dans cette fiche d'outils BIA. C'est un premier onglet qui va s'intéresser au scénario qui consisterait à dire, bon, qu'est-ce que je fais si je perds mon système d'information? Donc les outils numériques et applicatifs qui soutiennent mon activité. Là, je vous rappelle, on est vraiment au niveau du service en tant que tel. Ce n'est pas tout azimut. C'est-à-dire que là, voilà, je prends volontairement un service un petit peu décorrélé des activités de soins. Je prends par exemple le service ressources humaines. On a été toqué à leur porte et on leur dit, voilà, demain, tu as plus ton logiciel de paye, tu as plus ton logiciel de comptabilité, comment tu fais pour pouvoir fonctionner? On a la même chose où on s'intéresse cette fois à la perte de compétences ou à l'indisponibilité de compétences. Donc ressources humaines, ressources matérielles qui seraient plus disponibles, comment je fais pour pouvoir fonctionner. Et enfin, onglet 4, 5, on a la même chose pour le risque bâtimentaire et pour le risque fournisseur. Alors bien évidemment, on n'est pas obligé de mener de front les onglets 2, 3, 4, 5. Très souvent, on s'aperçoit que dans la première itération, on va s'intéresser peut-être au volet système d'info, parce que naturellement, c'est ce qui soutient beaucoup de nos activités. On peut avoir le cas aussi des compétences sur des métiers qui sont en tension, pour lesquels on a des difficultés à recruter ou à maintenir en poste les collaborateurs ou collaboratrices. La raréfaction ou la disparition d'un certain nombre de compétences, ça peut être un élément de réflexion sur le PCRA et voir de quelle manière je fais face à ce manque sur le long terme de ce type de ressources humaines.
Et puis, vous voyez, il y a un onglet optionnel qui est lié plus au matériel critique. C'est plus à destination peut-être des établissements sanitaires, au regard vraiment des matériels strictement nécessaires et critiques à l'activité de tel ou tel service. Je prends par exemple le labo, la stérilisation ou la pharmacie. On imagine bien, ou même toute l'activité opératoire ou autre, qu'il y a un certain nombre de matériels qui sont strictement nécessaires et qui doivent être appréhendés en cas de difficulté. Alors, pour vous donner un exemple, dans le tableau des activités de service, donc, c'est déjà faire l'inventaire des activités principales qui font le quotidien du service. Je prends mon service ressources humaines, on les interroge sur comment tu fais une paye. Eh bien, en fait, nos collègues du service RH vont nous indiquer, alors c'est un exemple, hein, bien évidemment, voilà, j'ai besoin d'avoir les variables de paye, j'ai besoin d'avoir aussi les éléments d'absence et autres, je dois pouvoir faire ensuite les calculs préparatoires de paye, vérification, etc., etc. Je ne détaille pas tout ce que vous avez à l'écran. Donc, vous voyez, on a chacune des tâches qui sont indiquées. On vous a remis un exemple aussi, par exemple, l'activité de laboratoire. Il y a plusieurs tâches pré-analytiques, analytiques et post-analytiques qui vont nécessiter des solutions d'étiquetage de tubes, des contrôles de tomates, des systèmes de communication de résultats et d'édition de résultats, etc., etc. Et du coup, l'idée, c'est de demander ensuite au service, une fois qu'on a fait cet inventaire, quelles seraient les temporalités d'indisponibilité. Alors généralement, on essaie d'avoir quelque chose qui est un peu commun, mais pas nécessairement. Ça peut être, voilà, quel est l'impact pour toi si la durée de l'incident est d'1 heure, 3 heures, 12 heures, 3 jours, 3 semaines? Comment quelle est l'attente et l'objectif de continuité pour continuer à fonctionner? Alors là, vous avez ici un extrait de cet onglet qui est à compléter. Vous voyez qu'en fait, pour l'activité, par exemple, rassembler les éléments de calcul de paye, les variables de paye, on identifie à partir de quel délai l'arrêt de l'activité devient critique. Donc là, on interroge le service en disant, est-ce que pour toi, tu peux survivre et continuer à fonctionner 1 heure, 3 heures, 12 heures, 3 jours, 3 semaines? Alors bien évidemment, sur l'activité de paye, bien évidemment, elle est liée aussi à la période à laquelle arrive l'incident. Si on est en fin de mois, l'impact ne sera pas le même que si on est en début de mois. La typologie des impacts, c'est-à-dire en cas de défaillance, on va pouvoir indiquer la criticité, c'est-à-dire quel est l'impact si ton activité de paye vient ne plus pouvoir être réalisée, ou ton activité de laboratoire, de production de résultats biologiques. C'est un impact sur les patients, c'est un impact sur les personnels, c'est un impact juridique, ça peut avoir un impact financier, etc. Bon, je passe. Et à partir de là, ça permet de pouvoir déterminer un petit peu, pour une activité qui est définie comme critique, l'impact sur le personnel. Donc ça, c'est les différents seuils qui peuvent exister, dans lesquels on peut se mettre d'accord sur un seuil de criticité qui consiste à dire, voilà, si ça met en danger de manière physique ou psychologique le personnel, c'est quelque chose qui devient donc une activité critique. Là encore, c'est des échelles que vous pouvez complètement personnaliser, mais qui vous sont proposées dans l'outil et dans le fichier. Alors, un exemple de ce que ça peut donner quand c'est rempli. Vous voyez que là, on retrouve pour notre service RH les tâches qui nous ont été données et qui ont été inventoriées au départ dans le premier onglet du BIA. Nos collègues nous ont dit « je dois saisir les variables de paye ». Donc, à partir de là, les collègues nous disent « pour moi, à 1 heure d'interruption, 3 heures, 12 heures, 3 jours, il n'y a pas de difficulté, j'arrive à m'en sortir ». À partir de 3 semaines, là, ça devient vraiment critique et je n'ai pas la possibilité de continuer à fonctionner comme ça. Donc, la typologie des impacts, c'est de l'ordre opérationnel.
dans le sens où elle ne va pas avoir d'impact véritablement sur le personnel, puisque c'est plutôt le mandatement de la paye ou comment dire, le transfert, le virement, qui peut être critique pour le salarié, parce que s'il ne reçoit pas sa paye. Et vous voyez qu'en fait, la période critique, là encore, elle est renseignée. Donc là, le début de mois, 7 et 8 du mois en cours. Donc là, c'était dans l'exemple, c'est jugé comme étant une période difficile. Et vous verrez que dans un autre document, enfin qu'on a juste après, c'est là où en fait on interroge, ben voilà, imaginons 3 semaines, tes variables de paye remontent toujours pas, comment on fait pour continuer à produire au final et à assurer le fonctionnement du processus de paye. Et c'est là où en fait on va recueillir un petit peu les éléments ou les propositions de plan B, où les personnes vont nous dire, bah tiens, bah écoute, si vraiment c'est la galère, au pire, je rejoue mon jeu de paye du mois d'avant. Ah bah oui, mais t'as pas ton outil. Bon, bah dans ce cas-là, je recontacte la banque et je lui demande de refaire les virements à l'identique de ce qui avait pu être fait le mois d'avant. Ça peut être là encore des modes opératoires ou des modes de continuité, donc des fameux plans B qui peuvent être proposés par les équipes. Sur le laboratoire, bah là on retrouve un petit peu les mêmes logiques. Où là, le laboratoire nous dit prise en charge de patients. Si je ne suis pas capable de pouvoir prendre en charge des patients, que ce soit d'1 heure ou 3 semaines, pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Donc là, on a la description un petit peu de cette tâche, où là, le service, dans l'exemple qui est donné, indique que les patients sont enregistrés sur des étiquettes qui sont ensuite collées sur les tubes, etc. etc. Donc, en fait, ils expliquent qu'il y a la possibilité d'utiliser des étiquettes code-barres pour identifier au niveau des automates, des stocks d'avance, rééditer ensuite les analyses. Donc, il y a un certain nombre d'items qui sont repris à cet endroit-là. Hop, je vois qu'il faut que j'accélère très rapidement parce que je n'ai pas conscience, excusez-moi, il est déjà 15 heures, il faut que j'avance assez vite là-dessus. De la même manière, une fois qu'on a identifié un petit peu les tâches critiques, on identifie les ressources nécessaires. Ça, c'est l'objet d'un deuxième onglet. Dans le même onglet, vous retrouvez en bas du tableau, on va indiquer quels sont les outils nécessaires, ordinateur, imprimante, téléphonie, logiciel, et différents outils, logiciels applicatifs, et là encore, ça apparaît donc sur le document, et on peut s'en servir. Et donc, là encore, pour le processus de paye, donc là, le service nous a indiqué un petit peu tous les outils qu'ils étaient amenés à utiliser. Bon, le pack office, un certain nombre d'outils métiers, dans l'exemple Octime pour une sorte de pointeuse qui permet de relever les temps de travail. Et vous voyez qu'on retrouve notre fameux DMIA critique, la durée maximale d'interruption admissible. On l'avait initialement déterminé comme critique à partir de 3 semaines. Eh bien, en fait, là, on a pour l'outil Octime, effectivement, le fait que ça devient quelque chose qui est problématique à partir de 3 semaines pour la saisie des variables de paye, la remontée des payes et absences, etc., etc. Alors, tous ces exemples-là, vous les retrouvez dans le kit, puisque vous avez déjà des exemples de BIA qui sont déjà pré-remplis et qui peuvent vous guider un petit peu dans vos réflexions et dans vos travaux. Donc, j'avance un petit peu sur cette partie-là. Et puis, enfin, vous avez aussi le tableau des interdépendances et des dépendances, c'est-à-dire de quel service j'ai besoin. J'ai besoin que, par exemple, pour le service RH, les cadres ou responsables de service mettent à jour les plannings pour que j'ai mes éléments et mes variables de paye qui remontent, notamment le temps de présence, les absences, etc. etc. À partir de là, une fois qu'on a mis en place ces BIA, à l'aide du fichier Excel dont je vous ai détaillé rapidement quelques onglets, mais pour lequel vous allez retrouver dans le kit tout le détail et vous allez pouvoir les parcourir de manière détaillée et sereine.
Ça va permettre de travailler donc la fiche de service qui apparaît en bas de la pyramide inversée, qui est le document qui détermine de manière opérationnelle la continuité, la reprise d'activité dans les services de soins et de support. Quelles sont les attentes, les besoins critiques, et à partir de là, ça va nourrir lui-même le plan de continuité qui est plus ce document stratégique de pilotage, mais la valeur opérationnelle, elle est vraiment dans la fiche de service en tant que telle. La fiche de service et la destination du service en tant que tel, c'est le service qui en est propriétaire, le laboratoire, le service RH, etc., suivant le métier. Et dedans, elle va reprendre tous les éléments qu'on a collectés dans la démarche BIA, et notamment, elle va aussi rassembler des solutions de continuité et de reprise d'activité qui figurent aussi dans les autres onglets du BIA, où là, on interroge, on dit, ben, tiens, voilà, au-delà de 3 semaines, comment on pourrait continuer à bosser et quels seraient les éléments qui pourraient te permettre de continuer à bosser, même avec un défaut sur tel et tel élément. Donc, vous voyez que les éléments constitutifs de la fiche de service, et là encore, vous avez des modèles qui vous sont proposés dans le kit. Vous avez des éléments autour de la liste des activités prioritaires, les solutions de continuité d'activité qui ont été co-construites avec le service, les besoins nécessaires d'un point de vue ressources humaines, applicatifs, prestataires, et puis donc les solutions de reprise d'activité, comment je reviens à mon mode nominal et comment je résorbe le retard que j'ai pu accumuler, faute d'outils, faute de moyens, comment je fais en sorte de pouvoir raccrocher le wagon des éléments en retard au train du fonctionnement habituel. Le plan de continuité et de reprise d'activité, lui, finalement, c'est vraiment l'outil de gouvernance, le texte qui va définir un petit peu le cadre général de fonctionnement du PCRA et il détermine un peu les grands principes de continuité d'activité. Donc, il se fonde sur les fiches de service qui sont les éléments détaillés et directement opérationnels et utilisables par les services. Et il recense, en tout cas, il arbitre sur les activités dites prioritaires et les solutions de continuité de reprise d'activité qu'il y a lieu de mettre en place. Et enfin, il aborde le maintien en conditions opérationnelles avec les revues régulières, avec les comités de pilotage et autres. La comitologie, je passe rapidement. Il y a le comité de pilotage qui est proposé, qui est conseillé, le comité de suivi dont on a parlé, le RPCRA, qui a un rôle un petit peu central en tant que pilote et animateur du dispositif d'amélioration continue sur la continuité, et bien évidemment les services qui, eux, sont partie prenante et sont mobilisés lors des entretiens menés pour les bilans d'impact d'activité et la recherche de solutions de continuité d'activité. Pour donner une idée, là encore, c'est un exemple de découpage du projet. Là encore, c'est retiré des expériences et des retours d'expérience qui ont pu être mis en place dans les établissements. Il y a une phase de cadrage du projet qui nécessite de mettre en place la fameuse comitologie, de pouvoir déterminer une fiche de fonction du responsable PCRA et de ses missions. À partir de là, il y a une phase qui va consister à justement réaliser des entretiens avec les services à l'aide des outils BIA pour pouvoir rédiger les fiches de service, mais au regard justement des activités dites prioritaires, et ça se fonde là encore sur des fiches processus, etc. Et puis donc le PCRA cadre qui lui est l'agrégation, la compilation de toutes les fiches de service et qui détermine un peu les grands axes et les grands éléments, et puis toute la partie maintien en conditions opérationnelles dont on a déjà parlé. Alors, la recherche des solutions de continuité et de reprise d'activité, je la fais apparaître comme décorrélée un petit peu du BIA, mais en fait, elle fait partie intégrante de la démarche du BIA. Mais au moment où on interroge des services, c'est là aussi où on recherche avec eux les solutions de continuité. C'est-à-dire qu'on va leur demander, au sein des tâches que tu m'as données, le rassemblement des variables de paye, la génération du virement de paye, la création de la DSN, la déclaration normalisée sociale, qu'est-ce qui est le plus critique et qu'est-ce qui est absolument prioritaire. À partir de là, vous voyez que ces activités,
elles vont permettre de rechercher des solutions sur quelles solutions temporaires on peut mettre en place, éventuellement quels moyens supplémentaires ça nécessite, ressources humaines, matérielles, et combien de temps la solution de continuité d'activité peut continuer à nous faire survivre. Donc là encore, c'est des éléments que vous retrouvez dans le BIA. Donc, c'est de manière concrète quels moyens, ressources, méthodes et outils permettent d'assurer le fonctionnement minimum pour les activités dites critiques ou prioritaires. Et par défaut, on va se délester, mettre de côté les activités ou les tâches plus exactement du service qui sont réputées ou cotées comme non critiques. Non pas qu'elles ne soient pas utiles, mais en tout cas, il n'y a pas lieu de les rétablir et de les maintenir à tout prix, puisqu'il s'avère que la criticité, elle est moindre par rapport à telle et telle tâche qu'on a pu évaluer ou que le service a pu évaluer à travers le BIA. Les solutions de reprise d'activité, là on est dans le cas comment je reviens à mon mode nominal et comment je récupère le retard, à partir de quand donc je vais pouvoir mettre en place ma solution de reprise d'activité. Est-ce qu'il y a des prérequis à cette reprise? Est-ce qu'il va être nécessaire de rattraper un retard lié à l'interruption d'activité? On peut penser, je pense à des équipements biomédicaux, des équipements médicaux, qui avant d'être mis en place, s'ils ont été arrêtés pendant plusieurs semaines, vont peut-être nécessiter un passage d'un prestataire ou d'un fournisseur pour pouvoir s'assurer du bon fonctionnement des outils ou du bon calibrage des outils. Donc ça encore, c'est des temps de latence qu'il est nécessaire de prévoir dans les temps de reprise d'activité. Quelles compétences vont être nécessaires? Quel matériel, documentation, quel prestataire? Hein, c'est ce que j'évoquais à l'instant. Du coup, à partir de là, comment la reprise d'activité va pouvoir se faire dans le temps, avec donc quoi, quand, comment et avec quel matériel nécessaire. Le maintien en condition opérationnelle du système de management, j'avance assez vite là-dessus. On est sur la roue habituelle d'amélioration continue, avec le fait de jouer des exercices qui permettent de tester en conditions réelles ou en conditions simulées, bien sûr, le plan de continuité et de reprise d'activité pour voir s'il est pertinent et il est applicable à la réalité ou la simulation d'un incident. Les rétex, qui vont permettre de voir en cas de mobilisation du plan de continuité de reprise d'activité, quelles ont été les choses qui ont bien fonctionné, à l'inverse, les choses qui ont posé problème. À partir de là, ça permet de pouvoir, à l'aide des rétex, prioriser des actions de remédiation ou de mise à jour un petit peu du dispositif qui conduit à l'actualisation du système de management de la continuité d'activité. Donc là encore, je ne rentre pas dans le détail, c'est des choses dont les uns et les autres ont été habitués dans les démarches d'amélioration continue ou de management des systèmes d'information. C'est les fameuses routes d'Hamming d'amélioration continue que tout le monde a en tête. Le contenu du kit PCRA de l'ANS, vous allez trouver toute une série de fiches méthodologiques en dehors des outils dont je vous ai parlé, du BIA et autres. Vous avez déjà une fiche de fonction du RPCRA, qui est bien sûr une fiche indicative, mais qui est une fiche sur laquelle vous pouvez vous baser, ou votre direction peut se baser, pour déterminer justement quels sont les attendus et la fiche de fonction de celle ou de ce RPCRA qui serait nommé au sein de votre établissement. Comment on conduit, on pilote le PCRA? Là encore, c'est des fiches méthodologiques. Vous verrez, c'est des fiches très synthétiques. On est sur un recto verso uniquement. On n'est pas sur un document qui fait 20 pages. À chaque fois, vous avez un recto verso pour chacune de ces fiches méthodologiques. Comment une fiche de conseil, comment mener l'entretien de bilan d'impact sur l'activité dont je vous ai parlé, avec les trames de questions pour l'entretien, les limites qui peuvent être rencontrées, et comment on peut remplir justement le fameux outil de BIA dont je vous ai parlé, qui est au format Excel. Donc vous avez une fiche qui explicite justement comment on utilise l'outil BIA dont je vous ai parlé, avec les échelles de mesure. Qu'est-ce que, en fait, la durée maximale d'interruption admissible, qu'est-ce que la perte maximale de données, les objectifs
euh, de délai de reprise, donc c'est des acronymes anglais RPO, RTO, etc. L'identification des solutions de continuité de reprise d'activité, c'est la 5e fiche méthodologique, avec une proposition de trame pour vous permettre de rechercher des solutions de continuité ou de reprise d'activité avec les métiers, le maintien en conditions opérationnelles, comment je teste, comment je revois, à quelle fréquence, quels sont les chantiers qui me sont proposés de mettre en place, bien sûr, le cadrage, le prototype de BIA, donc c'est ce sur quoi je vous avais fait un petit focus particulier, donc ce fichier Excel, euh, sur lequel vous allez pouvoir vous fonder et qui va vous permettre donc là encore de pouvoir constituer les fiches de service, qui est cette synthèse des travaux d'interview que vous pouvez mener dans le cadre du PCRA. Le contenu du kit PCRA de l'ANS, il est téléchargeable sur le site. Vous avez 4 fichiers zip, 4 fichiers compressés, avec toute une partie qui contient les éléments de cadrage, toute une partie qui contient les fiches méthodologiques dont je vous ai parlé, une autour de la gestion du PCRA, et puis bien évidemment des exemples de BIA. On a des exemples autour des laboratoires, de la stérilisation, des ressources humaines, de l'informatique. Ça a valeur uniquement d'exemple, bien évidemment, mais ça peut vous permettre d'inspirer vos travaux et en tout cas voir de quelle manière on peut utiliser de manière utile et rapide l'outil. Peut-être juste, pour qu'on ait un petit temps de questions-réponses, quelques points d'attention qui sont remontés des rétextes, des établissements qui ont pu mettre ça en place. Quel périmètre d'application fonctionnelle choisir? Il y a deux écoles. Soit je pars sur un périmètre limité, avec juste un certain nombre de services ou des fonctions au sein de l'établissement. L'avantage, c'est que ça permet d'avoir un premier jalon sur les activités les plus critiques, ou en tout cas qu'on pense être les plus critiques, et ça permet de se faire un petit peu la main. L'autre, c'est de traiter l'établissement dans son intégralité. Alors, on a effectivement l'avantage d'être exhaustif, mais une difficulté qui est une difficulté d'épuisement, parce qu'il y a une charge de travail importante, et un travail de longue haleine qui va nécessiter de passer en revue tous les services, et ça peut être quelque chose d'assez lourd en temps et en énergie, et on a ce risque-là de se retrouver un petit peu à genoux par rapport à l'énormité des tâches à réaliser. Le fait de pouvoir fonctionner de manière itérative, ça paraît être quelque chose d'assez intéressant au départ pour se faire la main et monter tout doucement en puissance et pouvoir, là encore, de manière itérative, grossir un petit peu le cercle et embarquer tout ou partie des services, unités opérationnelles de votre établissement. Je vous ai remis ici l'instruction relative à l'obligation de mettre en œuvre les actions urgentes, donc la fameuse instruction de janvier 2025, qui dans son action 4 demande aux établissements sanitaires, pour fin juin 2025 au plus tard, de mettre en œuvre la démarche PCRA au sein de leurs établissements, avec la formalisation de la comitologie, donc désignation du responsable PCRA dont je vous parlais, le fait que la direction ait formalisé une lettre de cadrage de la démarche signée, et que le comité de pilotage soit désigné. Ça ne veut pas dire qu'il est bossé, voilà. Simplement qu'au moins les équipes soient en ordre de bataille et prêtes à avancer. L'autre échéance, elle nous concerne dans 1 an, en juin 2026, où il est demandé que les établissements aient formalisé les bilans d'impact sur l'activité pour l'ensemble des services critiques. Par exemple, urgence, chirurgie, services médico-techniques comme pharmacie, imagerie, laboratoire. Là, on est dans le domaine sanitaire. Je rassure nos collègues du médico-social, cette instruction, elle ne concerne aujourd'hui que les établissements sanitaires. Ce qui n'empêche que ces travaux de PCRA, beaucoup d'établissements médico-sociaux les mettent en œuvre également. Mais il n'y a pas cette obligation et en tout cas ce calendrier un petit peu contraignant. Et vous voyez que fin juin 2027, donc cette fois dans 2 ans, on demande que les établissements sanitaires aient réalisé les BIA et donc la formalisation du PCRA cadre pour l'ensemble des services.
Donc, première démarche, j'allais dire dans maintenant un mois ou deux, c'est au moins avoir mis en ordre de bataille et désigné un petit peu les généraux qui vont conduire la démarche au sein de votre établissement, avec le responsable du PCRA, le COPIL et une lettre d'engagement de la direction qui dit OK, c'est un projet d'établissement et on démarre tous ensemble et il y a cette volonté que ce soit porté et sponsorisé par la gouvernance et la direction d'établissement au plus haut point. Donc, ce qui revient, hein, c'est ce que je vous avais dit tout à l'heure, je l'ai fait apparaître de manière un petit peu orange, là, avec ce liseré tout autour. Donc, c'est les 3 points à réaliser avant juillet 2025 pour les établissements sanitaires uniquement. La stratégie de communication pour porter le projet dans l'établissement, je vous laisserai parcourir, je vois le temps qui file, mais bien évidemment, la politique de communication est indispensable pour permettre la réussite du projet. Expliquer pourquoi, comment, quel est le but, quelles sont les attentes, à quoi rattacher la démarche. Ça permet peut-être déjà d'expliquer que c'est quelque chose qui s'inscrit aussi dans les attentes des certifications HAS aujourd'hui, qui nécessitent de travailler les sujets de prévention des situations sanitaires exceptionnelles qui peuvent conduire justement à une rupture de la continuité d'activité. C'est aussi en lien avec les programmes CARE nationaux, c'est en lien avec les instructions ministérielles pour les systèmes d'information avec le PCRA. Donc là encore, c'est des éléments qui peuvent expliquer cette nécessité d'appréhender les travaux et d'expliquer aux équipes pourquoi c'est important de pouvoir avancer là-dessus. Les bonnes pratiques qui nous sont remontées en matière de comitologie, c'est la note de cadrage qui doit être signée par la direction générale de l'établissement. Elle peut indiquer les objectifs, la méthode, le calendrier, les membres du COPIL. Donc là encore, vous retrouvez des éléments de note de cadrage qui peuvent exister. Le fait que ce soit porté par la direction générale, hein, comme tout système de management, quel qu'il soit, que ce soit la qualité des systèmes d'information ou la continuité d'activité, le sponsor, c'est la direction générale. Consacrer du temps à la présentation de la démarche, sensibiliser les équipes. C'est sûr que c'est difficile d'arriver en frappant à la porte et en disant « je viens faire un BIA » si les personnes n'ont pas été informées de la démarche et dans quoi elle s'inscrit. Et donc, nécessite réussir à obtenir du temps pour avancer là-dessus. Et puis, les facteurs clés de succès, là encore, c'est des éléments qui sont remontés des rétex. Comment s'approprier le kit ? Donc là, vous avez un certain nombre de conseils qui viennent des établissements pilotes qui ont testé le dispositif. Le fait de s'appuyer sur les métiers, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, d'éviter en fait de travailler de manière isolée en chambre ou dans son bureau seul. C'est vraiment réussir à mettre autour de la table les services et les métiers. L'engagement de la direction, on en a parlé, la disponibilité également. Je ne rentre pas plus dans le détail sur cette partie-là. Si vous avez peut-être des questions, je vois qu'il nous reste 1 minute. Je suis à votre disposition pour y répondre. Ce que je peux en tout cas vous indiquer ici, c'est la possibilité que vous avez de nous contacter au titre de CAPSI. Sachant que toutes les ressources dont je vous ai parlé sont accessibles directement dans le kit ANS, que ce soit pour le médico-social ou pour le sanitaire. Et vous avez donc la possibilité de pouvoir les télécharger. Et vous retrouvez aussi des retours d'expérience qui sont faits, notamment dans le domaine sanitaire, c'est le CHU de Lille, qui explique dans le cadre d'un webinaire comment ils ont utilisé le kit PCRA et comment ils l'ont mis en place de manière itérative au niveau du CHU. Et pour le domaine médico-social, on a notamment dans la région PACA 2 établissements qui ont été pilotes, c'est l'IRSAM et l'association Aide-Ravard, qui ont utilisé et déployé le kit PCRA et qui là encore témoignent dans le cadre de webinaires divers et variés, de la manière dont ils l'ont mis en place. Et sachez que pour nos collègues du médico-social, il existe un collectif DSI, RSI, qui permet justement de partager un petit peu ses pratiques, ses attentes, ses points de vue autour justement des démarches de continuité et de reprise d'activité.
Voilà, alors je suis bien conscient que c'était assez dense, assez compliqué de réussir à compiler un petit peu tous ces éléments d'un kit qui est assez riche et qui nécessite plusieurs euh, temps d'appropriation. Mais en tout cas, si vous avez des questions, je suis encore à votre disposition pour y répondre. Mais dans tous les cas, si le temps pour vous est compté, que vous avez d'autres engagements, n'hésitez pas à nous contacter sur l'adresse que vous avez ici, capsi@ties.fr. Euh, Sachez également que dans le cadre du domaine 2 de CARE, c'est des dispositifs sur lesquels vous pourrez bénéficier de financement et pour pouvoir être aidé par éventuellement des prestataires externes qui peuvent vous accompagner sur ces démarches. Alors, je crois qu'on a visiblement peut-être des questions. Non, voilà. Bah, écoutez, merci en tout cas pour votre présence. À votre disposition pour vous accompagner, vous aider, répondre à vos questions. Et merci en tout cas pour votre présence et votre écoute. Et je vous souhaite également une excellente fin de journée et une bonne soirée. Merci, à bientôt.